de diamant. Écoutez bien, quand je suis arrivée chez Troupeuse de diamant, elle m'avait appelé pour incarner un rôle. Donc dans le rôle là, je lui ai dit qu'elle me donne 500 000. Elle a dit non, elle me donnait 100 000. Elle m'a donné les 100 000 pour jouer. Elle m'a amené au restaurant des marchés à Bonaprise. Je lui ai dit que je ne mangeais pas. Bon, après on est parti à la clinique. À la clinique là, elle a dit qu'elle va s'en occuper pour mes yeux. Moi, je savais que j'ai vraiment été contente. Ma fille ici va m'aider pour les yeux. À la clinique, là, on a fait les examens. Elle a acheté les remèdes qu'on a prescrits et il fallait les lunettes. On nous a donné un rendez-vous de revenir après. J'appelle rien. J'appelle rien. Mais elle a quand même acheté les médicaments pour te donner. Elle a acheté les médicaments, elle a acheté le colis. Puis elle a acheté le colis. Elle a acheté encore le machin pour nourrir la rétine. Oui, c'est à peu près comme ce qu'on appelle. Elle ne me répond pas. Jusqu'à ce que je me suis dit que mais, ma fille, c'est comment? J'envoie les vôtres et rien. J'appelle même, mais comment tu peux comme ça me faire ça? Finalement. Maman Simba, si j'ai bonne mémoire, quand je t'ai contacté via Maman Tonga, parce que je n'avais pas ton numéro, le lendemain on s'est vu. Tu es arrivé. Je t'ai dit que je te voulais comme ma maman dans ma web série que j'étais en train de tourner. Tu m'as dit qu'il n'y a pas de souci et tu m'as demandé 500 000. Je t'ai dit, Maman Simba, le montant là est trop fort pour moi. Pardon, je sais que tu es une légende. Mais j'ai 100 000 et c'est juste 3 jours de tournage. Et pendant ces 3 jours-là, il y aura la nutrition, petit déjeuner. En fait, il y aura tout à ta disposition. Nous sommes tombés d'accord. Maman Simba, j'étais libre de ne pas t'amener à l'hôpital en fait. C'était un choix, c'était pas comme c'était une obligation. Et même le jour que je t'ai rencontré, quand j'ai vu que ça n'allait pas avec ta vue, je pouvais décider de dire que non, comme tu ne te sens pas bien, je vais chercher une autre personne. Mais comme je t'ai vu, j'étais peu comme ma maman, je t'ai considéré en fait, j'ai décidé que je t'amène à l'hôpital pour voir ce qui ne va pas avec tes yeux. Parce que tu m'as fait comprendre que lors d'un tournage, tu étais tombé. Et depuis ce moment-là, tu as eu les problèmes de vue. Donc j'ai dit que pourquoi pas t'aider. Le lendemain, on a pris rendez-vous. J'ai choisi la meilleure clinique, Maman Simba, à Bonapriso. Je n'ai pas choisi une petite clinique. Il y a des petites cliniques partout, mais j'ai choisi la meilleure clinique. Nous sommes allés ensemble, nous sommes arrivés. Comme tu as vu la clinique, j'ai payé la consultation. J'ai payé jusqu'à 3 examens. Tu as vu 3 ophtalmologues différents. On t'a fait le scanner, on t'a fait passer sous les machines, Maman Simba, on t'a passé les appareils aux yeux. Et c'est là-bas qu'on a détecté que tu avais je ne sais pas, c'était un début, tu avais la cataracte. Maintenant, quand j'ai causé avec l'ophtalmologue m'a dit ce jour que ça ne nécessite pas une opération. Donc, on va te prescrire les médicaments, les colis. Et c'est un médicament que tu dois boire, que je dois aller acheter ça à la pharmacie. Maintenant, on nous a donné un autre rendez-vous de repasser pour voir comment ça s'améliore, pour voir si ça va aller. Ou bien, on devait nous dire à notre prochain rendez-vous. Mais lorsque nous sommes partis là-bas, on a dit que tes yeux, on ne doit pas faire l'opération dessus, c'est tout. Quand tu allais prendre les médicaments et les colis, ça devait aller. Nous sommes partis à la pharmacie. J'ai donné les médicaments qu'on avait prescrits. Là-bas, il y avait uniquement 3 boîtes. On m'a donné un reçu que dès que les boîtes vont arriver, on va m'appeler. Vu que c'est le médicament qu'on importe, il y avait ces 3 boîtes. J'ai dit que d'accord. J'ai payé pour tout le traitement complet, Maman Simba. Jusqu'à on m'a donné un reçu que je t'ai remis, où je t'ai dit que si je ne suis pas disponible, tu peux envoyer ton fils ou n'importe qui aller récupérer pour toi. Par la suite, maintenant, je t'ai raccompagné, on s'est séparés. Puis on s'est vu après 2 jours où mon tournage avait commencé. Tout s'est bien passé. À la fin, je n'ai même pas posté même l'intégralité de ce qu'on avait tourné parce que j'ai eu un coup dur cette période-là. Donc dès qu'on a fini le tournage, je me suis déplacée. Ça
n'a pas fait 3 jours, j'ai voyagé. Dès que je voyage, le même jour que je voyage, quand j'arrive, on m'appelle, on me dit que ma maison est en train de prendre feu. Je suis même venue poster ça sur les réseaux sociaux bien après. Donc tout était bouleversé dans ma tête, ça n'allait même pas. Parce que vous ne connaissez pas, sûr que les maisons ont déjà brûlé et que ces personnes ne sont pas sur place, peuvent savoir l'angoisse, le traumatisme que tu peux ressentir en fait. Tu ne connais pas dans les cas de ta maison et tu ne sais pas ce qui a brûlé, tu ne sais pas si c'est récupérable, rien. J'ai dû annuler mon voyage, ce que je devais faire, le billet d'avion que j'avais dépensé, en fait tout. Je suis rentrée, j'ai même perdu mon téléphone, j'ai même oublié mon téléphone dans le taxi à cause de l'angoisse. Donc ce qui fait que j'ai même changé le numéro, j'ai perdu tous les contacts, je n'avais même plus le numéro de maman Asima. Plus rien, il fallait que je reconstruise ce qui s'était gâté, ce qui s'était brûlé. Donc c'était un coup dur et difficile de ma vie. Donc maman Asima, c'est pas comme si j'ai voulu t'abandonner ou bien on est arrivé à l'hôpital, on a dit qu'on devait te prescrire les verres, je n'ai pas acheté, on a demandé qu'on devait faire l'opération, j'étais incapable de faire. Non, si après je ne t'ai pas donné des nouvelles, c'est parce que j'ai eu un coup dur et j'ai perdu ton contact. Donc il me fallait du temps pour m'en remettre. Et si c'est que tu t'es rapproché vers Aïcha Kamouaz ou elle s'est rapprochée vers toi et qu'elle a vu que ça n'allait pas, c'était mieux qu'Aïcha vienne vers moi pour me demander que ça s'est passé comment avec elle. Elle n'avait pas besoin de faire de sortie pour dire que j'ai juste utilisé, j'étais utilisée en fait juste parce que je voulais le buzz, je voulais la visibilité. Quelle visibilité? Quel buzz? Donc je peux être avec ma maman, je fais un vlog une autre journée, comment ça s'est passé. Maman, c'est pas grâce à moi que tu as su ce jour-là que tu avais la cataracte. Si on n'avait pas fait ces examens, tu devais savoir comment que tu as tout ça en fait. Même le jour que j'ai fait la sortie sur les réseaux sociaux là, qui de ces grandes filles-là ou ces grandes soeurs-là sont venues m'écrire pour me dire que c'est comment avec la maman. J'ai vu qu'elle se sent pas bien, ça avance. Qui? Ce jour tout le monde est resté bouche bée. Quand j'ai posté, c'est passé inaperçu. Personne ne m'a appelé pour me dire que c'est comment, elle va bien, rien. Mais quand c'est quelque chose de négatif, quand c'est pour tenir mon image, le monde est faux, il se lève. Aïcha, en tant qu'une grande soeur que tu es, quand tu constates que quelque chose ne va pas, ne viens pas seulement sur les réseaux sociaux, tu te mets à parler du n'importe quoi sans contrôler, sans comprendre les deux versions en fait. Tu as d'abord fait une première sortie où tu as dit que j'ai juste utilisé la maman. Quand on était dans le live, quand j'ai donné ma part de partie, quand j'ai voulu m'exprimer, donner mon mécontentement, tu m'as insulté. Tes insultés ne me dépassaient pas, mais c'est parce que j'ai reçu une bonne éducation. Si on voulait s'insulter, maman n'allait pas arriver, mais c'est pas ça le problème. L'important c'est la santé de la maman là. Donc maman Asima, je n'étais pas obligée de t'aider. Je n'avais pas une dette envers toi. Quand j'ai constaté ton mal, c'est pas comme si on tournait déjà, tu es tombé sur mon plateau. Non, c'était bien avant. Le premier jour que je t'ai rencontré, c'est ce jour que j'ai constaté que ça n'allait pas. Et j'ai décidé de faire le tournage, attendre et traiter d'abord tes yeux. Attendre que tu ailles mieux avant de commencer mon tournage. Tu ne sais pas combien j'ai dépensé ce jour pour tes 3 examens. Tu ne sais pas combien j'ai payé la consultation. Tu ne sais pas combien j'ai payé tes médicaments. Vraiment pour venir sous-estimer. Même si c'est seulement 5 000 ou 1 000 francs que je te donne, maman, il faut apprendre à être reconnaissante. Sincèrement, ça me fait mal au cœur quand je pense que ce jour j'ai perdu en argent, j'ai perdu en temps et je me suis sacrifiée pour toi en fait. Tu viens aujourd'hui dire que je t'ai abandonné, c'est qui n'est même pas d'abord vrai. Tu n'as pas cherché à savoir pourquoi est-ce que je ne te répondais pas. Tu penses que les périodes difficiles ça arrive seulement à d'autres personnes, ça nous arrive pas aussi. Tu ne peux pas te dire que si je n'ai pas réagi c'est parce que j'ai eu un coup dur de la vie. Moi je ne comprends pas, c'est moi, je sais pas. La vidéo de l'influenceuse actrice, à travers laquelle elle tente de démentir les accusations qui lui sont adressées, ouvre une séquence émotionnelle forte où se mêlent défense personnelle, justification morale, dénonciation du jugement public et tentative de réhabilitation de son image. Mais lorsqu'on examine le fond et la forme de ces déclarations, plusieurs dimensions peuvent être interrogées. La sincérité de ses intentions, la gestion de la situation, les dynamiques de pouvoir entre générations, et surtout, la place des réseaux sociaux dans l'orchestration ou la dégradation des relations humaines. D'entrée de jeu, l'oratrice évoque un contact indirect avec Maman Azamba, expliquant qu'elle est passée par une tierce personne pour la joindre, faute de disposer de son numéro. Ce détail peut paraître anodin, mais il pose déjà la première question. Pourquoi vouloir absolument inclure cette femme dans sa série web sans avoir préalablement établi un lien personnel durable ou au moins une ligne de communication directe? Cela soulève un doute sur la profondeur de l'engagement initial. Était-ce un simple acte symbolique ou une vraie volonté d'intégration intergénérationnelle dans le projet artistique? Ce doute est d'autant plus accentué que la suite de la narration met l'accent sur les négociations financières autour du cachet. La jeune femme affirme que Maman Azamba aurait demandé 5 000 francs CFA et qu'elle aurait proposé à la place 100 000 francs CFA pour 3 jours de tournage, avec nourriture incluse. À ce niveau, le discours semble vouloir justifier une générosité non requise, presque comme une preuve de magnanimité. Pourtant,
Il est permis de questionner la cohérence de cette démarche. Si 5 000 francs CFA était trop pour elle, comment justifie-t-elle alors une proposition de 100 000 francs CFA? On a l'impression que l'influenceuse veut montrer qu'elle a largement fait sa part, mais cette contradiction dans les chiffres installe le doute. Est-ce un élan sincère ou une reconstruction postérieure à visée justificative? En insistant sur sa largesse, elle semble anticiper ou répondre à une accusation implicite, celle d'avoir utilisé cette femme comme accessoire émotionnel et social sans engagement réel. Lorsqu'elle évoque la santé défaillante de l'actrice, notamment ses problèmes de vue suite à une chute sur un plateau de tournage, la jeune femme affirme avoir pris l'initiative de conduire Maman Azamba dans une des meilleures cliniques de Bonapriso. Ce geste est sans conteste louable et, si avéré, constitue une preuve d'humanité. Cependant, l'argument devient problématique lorsqu'il est employé comme étendard moral, comme une dette morale contractée par l'autre partie. Elle insiste sur le fait qu'elle n'était pas obligée de le faire, mais que c'était par considération. Cette insistance sur la gratuité du geste transforme une action noble en outil de culpabilisation. Elle semble attendre en retour une reconnaissance publique équivalente à la générosité déployée. Or, dans les dynamiques humaines, particulièrement entre générations, un acte d'assistance sincère ne s'accompagne pas de facturation morale ultérieure. L'aide devient ici une monnaie d'échange pour le respect, voire le silence, ce qui trahit une certaine instrumentalisation de la bienveillance. De plus, sa description des soins médicaux, 3 consultations, un scanner, des médicaments importés s'alourdit de détails précis qui, à première vue, visent à prouver son sérieux. Mais cette accumulation de preuves crée un effet paradoxal. Plus elle tente de justifier chaque dépense, plus son récit semble moins spontané et plus construit. Le besoin de se justifier avec tant de précision, jusqu'à mentionner les boîtes de médicaments en attente à la pharmacie, laisse croire qu'elle cherche à anticiper toute critique, toute attaque, tout doute. Elle veut se présenter comme irréprochable. Cela laisse supposer qu'elle ne parle pas seulement à Maman Azamba, mais à un public plus large, probablement celui des internautes qui l'accusent ou la scrutent. L'influenceuse se défend ensuite en évoquant un événement dramatique, l'incendie de sa maison. Ce moment de bascule dans le récit permet de repositionner la lumière sur elle-même et d'expliquer sa soudaine absence. Il est vrai qu'un incendie peut être bouleversant et justifie un repli temporaire, un changement de numéro, une désorganisation personnelle. Néanmoins, l'enchaînement des événements est troublant par sa précision émotionnelle. Elle affirme avoir perdu son téléphone dans un taxi à cause de l'angoisse, avoir changé de numéro et s'être retrouvée sans moyen de joindre Maman Azamba. Encore une fois, ce qui devait être une explication sincère se transforme en défense pleine de détails dramatiques qui, bien que peut-être réels, paraissent calibrés pour émouvoir, pour désamorcer toute accusation. L'utilisation d'une épreuve personnelle comme argument peut être vue à la fois comme une réalité qu'il faut comprendre, mais aussi comme une stratégie narrative pour détourner l'attention des griefs initiaux. Un autre point central est la relation avec l'intermédiaire, Aïcha. La jeune femme estime que si Aïcha avait des doutes ou des reproches, elle aurait dû s'adresser directement à elle plutôt que d'exposer la situation publiquement. Ici, elle touche à une question sensible, la gestion des conflits dans l'espace numérique. Elle refuse le procès public et déplore la recherche du buzz, affirmant qu'elle n'a pas utilisé la vieille dame pour sa visibilité. Pourtant, les faits soulèvent une ambiguïté. Intégrer une actrice du 3e âge, populaire dans certaines couches sociales, dans une web-série très suivie, n'est-ce pas de facto une stratégie de visibilité? Et même si ce n'était pas le but initial, cette implication appelle une responsabilité accrue. Ce n'est pas la bonne volonté seule qui juge l'éthique d'un acte, c'est aussi la manière dont ses conséquences sont assumées. Elle reproche ensuite à certaines figures féminines connues de ne pas l'avoir soutenue, de ne pas avoir vérifié les faits, de l'avoir insultée ou ignorée. À ce stade du discours, la parole devient plus affective, presque amère. Elle se place en victime d'un lynchage médiatique ou numérique en insistant sur son éducation et sa retenue face aux insultes. Mais cette rhétorique victimisante entre en contradiction avec la posture initiale de la bienfaitrice généreuse. Si elle agit par pure bonté, pourquoi attendre une reconnaissance collective? Pourquoi réclamer du soutien public? La posture devient floue. Elle veut à la fois être reconnue comme grande sœur, bienfaitrice, victime d'un système injuste et protagoniste d'un drame personnel. Ce cumul de rôles fragilise la lisibilité de son message. Un élément troublant surgit à la fin. Elle affirme que si elle n'avait pas conduit Maman Azamba à la clinique, celle-ci n'aurait jamais su qu'elle avait la cataracte. Ce point, énoncé avec force, confère à son action une valeur quasi messianique, comme si elle avait permis une révélation médicale salvatrice. Cette exagération rhétorique, même si elle contient un fond de vérité, témoigne d'un besoin de reconnaissance démesuré, d'une volonté d'être perçue comme indispensable, comme celle qui sauve. Ce type de formulation,
qui frôle l'autoglorification, mine la crédibilité du témoignage. Aider autrui n'est pas une victoire personnelle, c'est un devoir collectif. Par ailleurs, elle conclut en accusant ceux qui l'ont jugé de ne pas chercher la vérité, de ne pas comprendre que les jeunes aussi peuvent vivre des moments difficiles. Cet argument, bien qu'important, est quelque peu déplacé dans ce contexte. Il ne s'agit pas de contester que les jeunes souffrent, mais de comprendre que lorsqu'on engage publiquement une personne vulnérable, on contracte une responsabilité morale, au-delà des imprévus personnels. L'influenceuse semble oublier que dans les dynamiques de pouvoir intergénérationnel, c'est toujours le plus fort médiatiquement qui est tenu de rendre des comptes, même s'il traverse des tempêtes. En conclusion, ce discours vidéo est un savant mélange d'émotions sincères et de stratégies défensives. Il témoigne d'une tentative de redorer une image ternie, en insistant sur les efforts fournis, les circonstances atténuantes, les trahisons subies et les silences injustes. Mais derrière ce récit se cache une réalité plus complexe, celle d'un rapport déséquilibré entre une jeune figure en ascension et une actrice âgée en quête de reconnaissance. Si l'aide apportée était réelle, elle n'aurait pas eu besoin d'autant de preuves verbales, de justifications dramatiques, ni de rappel à la dette morale. Le fait même que cette vidéo existe prouve que quelque chose n'a pas fonctionné dans cette relation. Et cela, ni les médicaments, ni les consultations, ni les likes ne pourront le réparer. Ce qui compte, c'est la façon dont on assume, dans le silence ou dans l'humilité, le poids de ses engagements.